Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo on va tester un très bel écran de chez Asus avec le Asus ROG Strix XG32VQR. Certains d'entre vous connaîtront déjà le XG32VQ, mais il s'agit ici d'une petite remise à niveau qui va rajouter à cet énorme écran de 32 pouces pensé pour les gamers la certification Display HDR 400. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Asus nous a sorti un très beau bijou et nous allons voir tout ça en détail dès maintenant. Le choix d'un écran est un élément aussi indispensable que n'importe quel autre composant, tant il y en a de différents. Nous en avons bien sûr pour de simples usages comme de la bureautique léger où le moins cher suffira amplement, mais nous avons aussi des écrans haut de gamme avec des hauts taux de fréquence de rafraîchissement comme ici 144 Hz avec des technologies comme le Shadow Boost, et bien que ce ne soit pas l'écran qui fait le skill du joueur, un joueur aguerri et entraîné appréciera fortement de telles caractéristiques. Pour parler un petit peu technique, nous avons ici une dalle de type VA sur une diagonale de 31,5 pouces exactement. Nous avons une définition de 2560 pixels par 1440. Les angles de vision sont de 178 degrés en vertical et horizontal. Le temps de réponse est de 4 millisecondes de gris à gris. Nous avons une luminosité annoncée à 450 nits et un contraste à 3000 pour 1. Du coup, en plus de la certification Display HDR 400, Asus certifie aussi cet écran compatible avec FreeSync 2 HDR. Cet écran va couvrir 94% du gamut DCI-P3 et 125% du gamut sRGB. Évidemment, écran haut de gamme signé Asus, nous avons du RGB sur l'arrière de l'écran avec un petit cercle, mais également le logo Asus qui sera projeté directement sur votre bureau. Et ça, c'est plutôt classe. Un petit topo rapidement sur ce qu'est la certification Display HDR 400. Tout d'abord, il faut bien noter qu'il y a plusieurs niveaux de certification allant du 400 au 1000. Et pour obtenir cette certification, il faut bien sûr remplir quelques critères qui sont indispensables. Entre autres, puisque nous sommes ici sur une certification HDR 400, nous devons avoir au minimum 400 candela par mètre carré. Or, cet écran propose jusqu'à 450. Ceci avec une moyenne à 320 candela par mètre carré. En effet, la moyenne compte également puisque l'uniformisation d'une dalle n'est jamais parfaite. Et nous verrons justement ce point-là plus loin dans la vidéo. Second point, l'écran doit être capable d'afficher au moins 95% de l'espace colorimétrique sRGB. Or, notre écran couvre 125% de cet espace et même 94% du gamut supérieur qui est le DCI-P3. Soit bien au-dessus des caractéristiques techniques requises minimales. Et là encore, c'est plutôt sympa. Troisième point, l'écran doit être capable de baisser la luminosité des candela au mètre carré à 0,40 dans les coins lorsque cela est nécessaire, par exemple dans une scène sombre dans un film ou dans un jeu. Et enfin, dernière caractéristique pour obtenir cette certification, la dalle doit disposer d'un système d'adressage 8 bits supportant les signaux en 10 bits. Et vous connaissez maintenant le requis minimum pour être certifié Display HDR 400. Mais avant d'aller plus loin et de regarder la justesse des couleurs, l'uniformisation également de la dalle avec notre belle petite sonde, je vous propose de faire un tour du packaging et du montage de cet écran. Mais n'oublions pas de préciser non plus le prix de cet écran qui est de 598 € en exclusivité chez Boulanger. Ouais. Le carton de cet écran est dans l'ensemble assez sobre. Nous retrouvons une photo de l'avant de l'écran d'un côté avec la taille de l'écran, la mention FreeSync de HDR et la certification Display HDR 400. Une photo de l'arrière de l'écran sur l'autre côté. Vous pourrez remarquer que la référence sur le carton est XG32V. Pas de panique, il s'agit bien du modèle XG32VQR. Une petite étiquette sur le côté est présente avec les références exactes et numéros de série de cet écran. Quant au bundle, nous allons trouver les éléments suivants: un câble DisplayPort, un câble HDMI, le cordon d'alimentation et l'alimentation externe, un câble USB 3.0, 2 capsules pour le logo projeté, un livret Asus VIP Member Notice, une fiche détaillant l'installation et un CD.
Au niveau visuel, l'écran gaming oblige, nous retrouvons un design travaillé que l'on connaît déjà de par la gamme d'écrans Asus ROG Strix. Nous allons donc avoir un ensemble assez imposant puisque l'écran fait tout de même 31,5 pouces. La dalle est incurvée et l'incurvation se voit particulièrement bien sur une dalle d'une telle grandeur. Le tout est très harmonieux avec une dalle disposant d'une surface mate et d'un design sans bord. Comme à chaque fois sur ce type de design, nous aurons un véritable bord seulement sur la partie basse de l'écran, idéal pour une configuration multi-écran. L'arrière de cet écran est aussi bien travaillé. Outre le pattern si caractéristique au produit ROG, nous allons trouver du RGB. Nous allons avoir un cercle directement sur l'arrière de l'écran, entourant la colonne du pied, ainsi que le logo Asus ROG sur le haut de la colonne du pied. Enfin, petit plus, le pied projette le logo Asus ROG directement sur le bureau. Notez que dans le bundle sont fournies deux autres capsules pour changer le design de ce logo. Mais le pied présente également un côté ergonomique puisqu'on y retrouve un passage destiné au câble management. Accompagné du cache de la connectique, il devient très facile de cacher efficacement tous ces câbles. Deux ports HDMI, un port DisplayPort, l'entrée mini jack en 3,5 mm pour le casque, un port USB pour contrôler le RGB de l'écran et connecter les ports USB 3.0 qui suivent, et enfin l'alimentation externe qui plus est. Les boutons de l'écran vont se situer sur l'arrière de l'écran et ne sont donc pas forcément hyper simples d'accès selon comment votre écran sera placé et surtout à quelle distance de vous. Nous retrouvons pour accompagner les boutons une molette pour la navigation. À l'ouverture du carton, un petit schéma détaille comment monter le pied. Il nous suffira de tirer sur le plastique qui encercle les deux parties du polystyrène pour extraire le tout du carton. Le montage du pied de cet écran Asus ROG se fait très simplement, d'ailleurs aucun outil n'est nécessaire. En effet, une fois le polystyrène tiré du carton, nous n'avons plus qu'à prendre le pied et placer le pied sur la colonne de l'écran. Nous avons ici une petite vis que nous pouvons visser à la main. Attrapez l'écran et placez-le sur votre bureau, c'est aussi simple que ça. Qui dit gamer et haut de gamme dit RGB, une réalité à l'époque où nous vivons. Cet écran Asus n'y échappe pas et on y retrouve donc du RGB sur l'arrière de l'écran, synchronisable via le logiciel Asus AuraSync. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons le synchroniser avec n'importe quel autre composant et périphérique compatible. Pensez toutefois à activer AuraSync dans l'OSD de l'écran après avoir branché le câble USB pour que ceci fonctionne correctement. Nous aurons donc à partir de ce moment accès aux multiples effets qu'Aura nous propose habituellement. L'OSD de cet écran regorge d'options, nous pourrons choisir des games visuels qui vont changer certains réglages de l'écran selon le profil choisi comme FPS, MOBA, Cinéma Mode et bien plus encore. Nous pouvons réduire sur 4 niveaux les lumières bleues qui émanent de l'écran afin de réduire la fatigue des yeux. L'onglet Color va permettre de modifier la luminosité de l'écran, le contraste, mais aussi la température de couleur ou encore le gamma. L'onglet suivant va permettre d'activer certaines fonctions comme le FreeSync ou encore le niveau du Shadow Boost, mais aussi le mode HDR lorsque celui-ci est activé. Nous pourrons ensuite sélectionner la source si plusieurs appareils sont branchés sur cet écran. Notez que nous n'avons malheureusement pas de fonction PIP ou PPB. Plutôt que de passer via l'OSD pour certains réglages, nous pouvons les effectuer via le logiciel Asus Display Widget. Dans le premier onglet, nous pourrons sélectionner des modes, course, FPS, paysage, etc. Nous avons aussi la possibilité de choisir le niveau du filtre de lumière bleue. Dans le second onglet, nous pourrons dire au logiciel de lancer tel ou tel mode selon l'application lancée. Nous avons par exemple le mode FPS lorsque nous lançons le jeu Counter-Strike Global Offensive. Le troisième onglet permet de passer l'affichage en mode portrait, même si l'ergonomie de l'écran ne permet pas de le pivoter à 90 degrés, nous avons tout de même la possibilité de le positionner en mode portrait via un autre pied, puisque nous disposons d'une fixation VESA en 100 x 100. Enfin, le dernier onglet nous permet une multitude de petits choix au niveau des options, tout en nous donnant le modèle de l'écran ainsi que du numéro de série.
En matière d'ergonomie, cet écran Asus nous propose quelques possibilités qui sont agréables. Bien que nous ne puissions pas pivoter l'écran en mode portrait, nous pouvons l'incliner de moins 5 degrés à plus ou moins 20 degrés. La hauteur est réglable de 0 à 100 mm. Les manipulations sont très fluides et il faudra très légèrement forcer. Et c'est donc très agréable de positionner régulièrement l'écran selon ses activités. Et nous pouvons le pivoter à droite et à gauche jusqu'à 50 degrés. Avant de parler des résultats à la sonde, il est important de comprendre la notion d'espace de couleur ou espace colorimétrique. Qu'est-ce que le DCI-P3 ou encore le sRGB? Ces termes désignent un ensemble de couleurs que l'on peut aussi appeler gamut. Le gamut d'un écran représente le volume de couleurs que celui-ci est capable d'afficher. Concrètement et très grossièrement, l'espace DCI-P3 couvre plus de couleurs que l'espace sRGB que nous retrouvons dans la plupart de nos moniteurs, ce qui explique pourquoi Asus met en avant la mention 125% sRGB. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour l'occasion, nous utilisons notre sonde X-Rite pour réaliser nos tests écran. Nous allons réaliser nos relevés sur 3 niveaux de luminosité, 160 candela-mètres carrés, 250 candela-mètres carrés et enfin à 400 pour forcément tester l'HDR 400. Avant d'aller plus loin, petit rappel sur les caractéristiques d'une dalle de type VA, notamment au niveau du noir. Cette technologie fait d'ailleurs partie de la famille de la technologie LCD. Une dalle de type VA va offrir d'excellents contrastes comme nous allons le voir plus loin, grâce à des noirs qui restent très noirs et ne partent pas vers des teintes plus grisâtres. Ceci est dû au fait que cette technologie est capable de bloquer la lumière du rétroéclairage et donc de garder des noirs profonds. Rappelez-vous que le contraste représente l'intensité lumineuse entre le point blanc extrême et le point noir extrême. Un contraste de 3000 pour 1 signifie que le blanc est 3000 fois plus puissant que le point noir. Nous avons donc demandé à notre sonde de calibrer notre écran sur une valeur de température de couleur à 6500 Kelvin. À 160 candela au mètre carré, nous obtenons 6459 Kelvin. À 250 candela mètre carré, 6486 Kelvin. Et à 400 candela mètre carré, nous avons 6435 Kelvin. De très bons résultats ici. Notez que notre sonde relève une luminosité maximale à 459 candela mètre carré pour 450 annoncés par le constructeur. Quant au contraste, nous obtenons une valeur de 1816,6 pour 1 à 160 candela mètre carré, 2891,88 pour 250 et enfin un excellent contraste de 4770,9 pour 1 à 400 candela au mètre carré. Notez que plus la luminosité augmente et plus le contraste augmente puisque notre luminance du noir reste fixe à 0,086 dans tous les cas. Et puisque le contraste représente la différence entre le point noir et le point blanc, rien de plus logique. Usuellement, un taux de contraste de 500 pour 1 est suffisant dans le cadre d'un usage bureautique. Il pourra monter à 1000 pour 1 et bien au-delà pour des écrans PC dédiés au monde de l'image sous toutes ses formes, PAO, CAO, etc. Quant au delta E, un petit rappel rapidement, le delta E mesure à quel point l'œil humain perçoit une différence dans la couleur. L'œil humain a un delta E d'environ 1. Toute valeur inférieure est par conséquent invisible pour nos yeux d'hominidés. Et toute valeur inférieure à 2 est considérée comme excellente pour un écran. Encore plus s'il ne s'agit pas d'un écran dédié au graphisme comme la gamme Asus ProArt, ce qui est le cas ici. Vous aurez compris que plus la valeur est basse, mieux c'est. Commençons avec nos relevés avec une luminance à 160 candela mètre carré, nous continuerons avec 250 et enfin les 400 requis pour le display HDR 400. Donc sur notre Color Checker 24 patch, nous avons une moyenne du delta E relevé à seulement 0,73. Un score évidemment excellent puisque les couleurs sont si justes que nos yeux sont incapables de déceler la moindre différence. Le patch le plus mauvais, le gris foncé, l'encadré rouge, est relevé à un delta E de 1,58, ce qui reste encore excellent. Quant au meilleur patch, il est relevé à un petit 0,63.
Avec une luminance à 250 candela au mètre carré, le delta E moyen est toujours excellent avec une valeur à 0,71. Nous restons donc toujours sous la capacité à l'œil humain de voir une différence. Le meilleur patch ici est relevé à 0,59 et le plus mauvais est relevé à 1,82, lui aussi sous la barre symbolique des deux. Enfin, avec une luminance à 400 candela au mètre carré, seuil minimum pour prétendre à la certification HDR 400, je vous le rappelle, nous avons malheureusement des valeurs bien moins excellentes. Le delta E moyen relevé passe à 3,30, le meilleur patch était à 2,82, tandis que le plus mauvais, toujours un ton de gris, est relevé à un gros 6,92. Une valeur haute qui fait que la différence de couleur se voit sans grand mal à l'œil nu, très gênant pour du graphisme, mais beaucoup moins pour du gaming. Regardons maintenant l'uniformité de la dalle du point de vue luminance et delta E. Bien que cet aspect soit extrêmement important pour une utilisation en graphisme, c'est un facteur moins important lors d'un usage gaming. Mais puisque nous pouvons le mesurer, faisons-nous plaisir. Et puisqu'à 160 et 250 candela mètre carré, nous avons des delta E qui feraient rêver un graphiste, il semble intéressant de mesurer ceci dans tous les cas. Pour en venir au fait, avec la luminance à 160 candela mètre carré, nous avons un bas de l'écran qui présente une forte baisse de luminosité. Si le haut de l'écran est correct, le bas présente une différence allant jusqu'à moins 21% sur le coin droit. Le delta E suit la tendance de la luminance avec les mêmes coins inférieurs présentant des valeurs à 4,33 et 5,73. Un effet que nous allons retrouver quelle que soit la luminosité, comme vous allez le constater. Avec la luminance réglée à 250 candela mètre carré, même constat, le bas de l'écran présente une luminosité dans le coin inférieur droit jusqu'à 21% inférieur au centre de l'écran et 17% pour le coin gauche. Quant au delta E, le constat est donc similaire avec la partie basse de l'écran, présentant des delta E de 3,77 à 5,57, des résultats assez mauvais. Enfin, à 400 candela mètre carré, le constat est identique et l'écran voit baisser sa luminosité jusqu'à 19% dans le coin inférieur droit et 16% dans le coin inférieur gauche. Pour le delta E, nous relevons sur le bas du moniteur des valeurs de 3,98 à 5,17. D'une manière générale, à 160 et 250 candela mètre carré, nous avons d'excellentes couleurs avec un delta E aux alentours des 0,70. En contrepartie, à 400 candela mètre carré, nous avons un delta E moyen relevé à 3,30. Pour un usage gaming, ça ne pose pas de soucis. Pour un usage plus pro avec du graphisme, nous préférons être à 160 ou 250 candela mètre carré si le premier est trop sombre pour vous. En revanche, le côté gênant est bien l'uniformité de la dalle. Nous avouons n'avoir pas testé beaucoup d'écrans de ce niveau de gamme, mais c'est ici le deuxième après un écran Aorus qui présente le même défaut d'uniformité. Le temps et les prochains tests nous diront si c'est un effet normal pour cette gamme d'écrans. En effet, il faut bien des raisons au fait qu'il y ait des écrans destinés au graphisme et d'autres pour les joueurs. Les fuites de lumière sur un écran sont également un aspect très important. Souvent bien plus visible sur des dalles IPS, notre dalle qui est de type VA n'en subit que très peu. Bien que visible sur la photo, avec une petite montée en ISO pour les faire ressortir, à l'œil nu, elles ne sont que très peu visibles. Ajoutez à cela des noirs très profonds, toujours grâce à la dalle de type VA, et les scènes sombres dans vos jeux deviennent magnifiques. Avant de vous faire votre avis sur l'HDR en regardant ces quelques scènes que voici, sachez ceci. Visionner ces scènes sur un écran qui n'est pas en HDR a tendance à créer des images plus sombres. Le rendu en réel est bien plus frappant que via des vidéos et captures d'écran. Vous vous demandez ce qu'apporte l'HDR en jeu, voici un exemple sur le jeu Battlefield 5. Nous voyons clairement qu'avec l'HDR activé dans les options du jeu, les lumières sont bien plus vives. Notez qu'à l'activation de cette fonctionnalité, nous aurons un réglage à faire sur la luminosité et nous avons ici le réglage parfait selon le jeu. Notez aussi que si vous trouvez que la luminosité du jeu avec l'HDR activé est trop sombre, il faudra simplement augmenter la luminosité du jeu dans les réglages vidéo. En effet, lors de nos premiers tests, les scène était bien trop sombre. Il s'est révélé que la luminosité était réglée sur 11 sur 100. Nous l'avons passé ici à 50 sur 100 et c'est déjà beaucoup mieux. Globalement, les graphistes passeront leur chemin à cause du manque d'uniformité de la dalle malgré un excellent delta E moyen relevé aux alentours des 0,70 à 160 et 250 candela au mètre carré. En revanche, encore une fois, les gamers seront aux anges avec cet écran.
Pour conclure ce test, cet écran nous a vraiment tapé à l'œil avec une définition en WQHD, donc 2560 pixels par 1440 pixels, un taux de rafraîchissement à 144 Hz, une diagonale de 31,5 pouces, une incurvation à 1800 R qui rend parfaitement bien avec une telle diagonale, mais surtout, l'avantage, le gros point en plus, c'est que la technologie Nvidia G-Sync est bien compatible avec cet écran, même si Asus ne l'annonce pas officiellement dans la fiche technique. Et bien sûr, l'HDR en jeu apporte vraiment une petite touche en plus avec des magnifiques couleurs, c'est magnifique, voilà, c'est juste magnifique. Revenez un petit peu en arrière dans la vidéo pour recomparer HDR on et HDR off. Les couleurs sont vraiment belles. Alors bien sûr, un pro ne va pas utiliser l'HDR, il aura tendance à lancer le Shadow Boost pour éclaircir les noirs plutôt qu'avoir de noirs très profonds, mais il va aussi mettre tous les graphismes au minimum, etc. etc. Donc voilà. Donc voilà, on est vraiment sur une technologie qui va vraiment servir à sublimer les jeux. C'est pas fait pour la compétition, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Quant au design, forcément un tel écran ne passe pas inaperçu de par sa taille, mais également via le RGB à l'arrière de l'écran, si votre écran n'est pas contre un mur, ça serait presque dommage, mais aussi via le logo qui est projeté directement sur le bureau. Donc en plus d'être grand et bien, il est beau. C'est pas cool? Bah oui, c'est cool. Moi je trouve ça cool. Quant à l'ergonomie, nous pouvons régler la hauteur, le pivoter de droite à gauche jusqu'à 50 degrés, ce qui est quand même pas mal. Nous pouvons également l'incliner un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Malheureusement, nous ne pourrons pas le mettre en mode portrait. Pour en venir sur la qualité de cette dalle VA qui est utilisée ici, nous avons des noirs qui sont très profonds, ce qui est caractéristique aux dalles de type VA. Donc c'est ici un excellent point déjà. À 160 et 250 candela au mètre carré, nous avons un delta E moyen relevé aux alentours de 0,70, ce qui est extrêmement bien. Les écrans graphistes professionnels sont d'ailleurs calibrés d'usine pour avoir des delta E inférieurs à 2. Et ce sont des écrans qui sont généralement très chers. En revanche, dès que nous passons à 400 candela au mètre carré, nous passons sur un delta E moyen relevé à 3,30. Donc pour un graphiste, c'est pas l'idéal, mais en même temps c'est pas grave parce que ce n'est pas la cible de l'écran, puisqu'un gamer s'en fout presque, j'ai envie de dire, de la justesse des couleurs pendant qu'il est en train de dézinguer ses ennemis sur Battlefield 5 ou Counter-Strike. Ouais, sachant qu'en plus 3,30 n'est pas si mauvais que ça. Quant au contraste, forcément, puisque le noir est excellent, d'Alvea, nous avons à 400 candela au mètre carré un contraste mesuré à 4770 pour 1, alors que l'écran annonce 3000 pour 1. Donc là encore, c'est un excellent point, c'est vraiment très bien. Quant à l'uniformité de la dalle, c'est ici que le bas blesse un petit peu, comme le dernier écran que nous avons testé, puisque le bas de l'écran présente des différences jusqu'à moins 21% en luminosité, ce qui va également impacter le delta E. Bref, nous ne sommes pas sur un écran pour graphistes, donc ce problème est toutefois assez relatif. Donc voilà les bons points que nous avons relevés. En revanche, nous regrettons l'absence du PIP et PPB, Picture in Picture et Picture by Picture, qui permettent respectivement d'introduire une source dans l'image et d'afficher deux sources côte à côte sur l'écran. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le test complet, bien plus encore, sur notre site internet www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.